c'est pour dire que des bêtises. Combien de fois faudra-t-il que je te dise ferme ta boîte à camembert. Ferme ta boîte à camembert. Elle parle tout le temps, elle ne prend jamais de congé. Ah, ça va, oui, allez. Arrêtez de dire des inepties pareilles. Ferme ta boîte à camembert. Comment je fais le pont entre une intention artistique, un rêve, un imaginaire et la partie technologique, donc la partie constructeur. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est de ne pas dire « je suis constructeur de caméra, si vous voulez la meilleure image possible, c'est ma caméra ». Si je suis constructeur de logiciel ou de matériel d'étalonnage ou de post-production, je vais dire « c'est mon logiciel ou mon matériel qui va vous donner la meilleure image ». Et les fabricants d'écrans de diffusion vont dire « il faut mon écran ». Et si on fait un plan large, l'idée, ça serait, vis-à-vis de mon intention artistique, comment je peux avoir une cohérence du point de départ jusqu'à la diffusion, de la captation à la diffusion, en passant par la post-production. Et en gros, de ramener mon intention artistique et la qualité de l'image, non pas au fait que ça va être l'enfant d'une caméra, l'enfant d'un logiciel et l'enfant d'un écran, mais l'enfant d'un processus long qui va durer, pas 9 mois, mais un certain temps, et qui est le fruit en fait de toutes les étapes. Donc ça demande aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, quand on parlait de numérique, vous pouvez imaginer que le numérique allait simplifier la technologie. En fait, c'est l'inverse. C'est que plus ça va, et plus on rajoute des couches, et plus c'est compliqué. Donc ça demande, si moi j'ai une intention artistique, je suis obligé en fait d'avoir un environnement technologique, et je suis obligé de comprendre toutes les technologies qui sont dans ces caméras-là et qui vont me permettre de traverser pour aller jusqu'à l'image. Et quelles sont ces technologies-là? Déjà, c'est la compréhension que je ne peux pas parler que de courbe de gamma, ou je ne peux pas parler simplement d'espace colorimétrique ou de lutte. Il faut que je comprenne déjà que l'image, c'est un couple. Et donc, si j'ai un problème avec mon image, il faut que j'aille voir un thérapeute de couple. Et moi, je peux être, par exemple, ça, un thérapeute de couple, mais le couple qui m'intéresse, c'est le couple gamma et gamut. Donc, courbe de contraste et espace colorimétrique. La compréhension du signal, qu'est-ce que c'est qu'un legal range, un extended range, qu'est-ce que c'est que les luttes. Et alors, soit moi je l'intègre, soit j'ai quelqu'un à côté de moi qui s'appelle un DIT qui va s'occuper de toute la partie technologique, ou un data manager qui va s'occuper des rushs, et moi je vais me focaliser sur l'intention artistique. Mais je ne peux pas faire l'impasse en fait sur le workflow, c'est-à-dire par quelles étapes je vais passer pour faire naître mon intention artistique. Et si je n'ai pas tout ça, les bons choix vont être difficiles. Donc je vous ai mis deux images intéressantes. L'image du point de départ. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une échographie. C'est l'échographie de votre image qui est en train de naître. Alors là, c'est l'échographie d'une image log. Donc c'est vraiment l'image dans les premières semaines, les premiers mois, quand vous la regardez chez un échographe, donc un second assistant caméra ou un DIT, et on va voir le début de la matrice, ce qu'on va appeler le RAW. Et ici, alors en général, on peut avoir un outil comme ça, on peut avoir aussi un outil comme ça, une cellule qui va me permettre de mesurer les écarts de contraste. Mais si je mesure très précisément à l'échographe la naissance de mon image, ensuite, je ne peux pas faire l'impasse sur la mesure de mon système d'écran. C'est-à-dire, si je mesure très précisément la captation, je suis obligé, pour savoir si mon image est fidèle, de mesurer aussi la diffusion. Alors lui, je ne l'ai pas mesuré, mais je sais déjà en fait qu'il a une tendance à aller vers le rouge. Depuis tout à l'heure, la première image, c'est une image assez sombre. Il y a une certaine dominante rouge. Donc ce qu'il faudrait, si je voulais vraiment être cohérent avec mon propos, je serais venu avec ma cellule et j'aurais calibré l'écran pour enlever un petit peu la dominante rouge. Donc je vais dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous? J'accepte un compromis. C'est-à-dire l'image que moi j'ai imaginée pour la présentation, elle est un peu plus rouge que celle que l'image telle que vous allez la recevoir, elle est plus rouge. Donc est-ce que le processus est une somme de compromis ou est-ce que le processus me permet d'être libre? Et alors ça, c'est la grande question, parce que la liberté, elle va venir beaucoup de logiciels. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que je sois copain avec ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, à savoir gérer
tout ce qui est prénatal de l'image et tout ce qui est postnatal, c'est-à-dire l'écran, donc la gestion des luttes, et la gestion des contrastes et des espaces colorimétriques. Donc je suis dans un monde de logiciels, je suis dans un monde informatique. Donc tout ça pour dire que ici, on est en train de parler peut-être d'une des caméras qui m'offre le plus de liberté, ce que moi j'appelle le potentiel, ou les super pouvoirs. C'est-à-dire c'est une caméra où je peux avoir non pas 2K, non pas 4K, jusqu'à 6K si mon projet le nécessite. Je peux mettre n'importe quelle monture, je peux travailler en sphérique ou en anamorphique, je peux travailler en RAW, je peux travailler en log, je peux travailler avec des luttes ou en Rec 709, je peux choisir mon workflow, je peux choisir de travailler en XAVC, en RAW ou en XOCN, en RAW compressé, bref, j'ai un potentiel, exactement comme un nouveau-né dans un utérus, et il faut imaginer, en tout cas moi c'est comme ça que je vous la propose, la caméra comme le meilleur, le plus bel utérus. Mais ça ne fait pas de ce potentiel un avocat, ou un homme d'affaires, ou un chef opérateur brillant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette caméra est un potentiel, un utérus potentiel, des super pouvoirs impliquent des super compétences. C'est le dicton que moi j'appelle le dicton de Spiderman, qui dit une caméra avec des super pouvoirs doit proposer à ceux qui l'utilisent des super compétences, sinon ça ne sert à rien. Et durant les 15 dernières années où j'ai voyagé un petit peu avec le Sony, la première des choses qui frappe, c'est que quand on parle de potentiel, si en face il n'y a pas de compétences, mais en fait les gens vont vers la frustration et vont vers les problématiques. Alors la plupart des gens, à l'époque des F900 ou des caméras suivantes, les F35, la F65, les F55, les gens disant mais je suis très déçu du rendu. Et à ce moment-là vient la question principale, ok, avec quel réglage, avec quelle gamma, avec quel espace colorimétrique, vous êtes allé régler dans quel menu, quel est mon réglage et quelles sont mes compétences à l'image. Le problème, c'est que les constructeurs ont tendance à enfumer un peu à cause du marketing. Alors le marketing raconte quoi? En général, le marketing dit attention, on a une technologie mystérieuse, on va mettre un peu de brouillard. Alors RED, au moins ils ne trichent pas, ils disent oui mais nous notre capteur s'appelle Mysterium, donc vous sentez, il y a comme un mystère, en fait on ne sent pas bien ce qui s'y passe, mais il se passe des choses et on augmente en général en fait d'un niveau, on passe au Mysterium X. Donc le mot X, c'est un peu la vérité est ailleurs. Et ça pourrait résumer ça, c'est-à-dire que si on laissait faire le marketing ou la partie seulement technique, on serait juste abreuvé de listing technique ou de vocabulaire mystérieux. Et nous, si on n'a pas les compétences en face, en fait, on est enfumé. Alors le X est aussi sur les systèmes d'exploitation, c'est OS X. Vous avez Final Cut Pro X, tout est X. Le ProRes, c'est du ProRes XQ. Chez Avid, c'est le DMX HD, le DMX HR. Et chez Sony, aussi, on a leur partie mystérieuse. C'est le XAVC ou le Sony XOCN. Et à chaque fois, je goûte le plaisir de voir Jean-Yves essayer de retrouver l'acronyme et de savoir exactement ce que ça veut dire. Je ne me moque pas, mais j'ai un certain plaisir. Tout ça pour dire, et alors en fonction des fois de la personne qui dit qu'est-ce que le XOCN, on a des petites variantes. Tout ça pour dire que on va essayer là de faire les choses simplement et de vous expliquer un peu les compétences dont on a besoin pour aller explorer le mystère du RAW et du log. Alors on pourrait imaginer, moi j'aime bien faire ce parallèle-là, ce mystère-là, c'est la partie mystique, c'est un peu comme si on parlait de Dieu, Dieu on ne le voit jamais. Par contre, en fonction du chef opérateur qui vous parle de Dieu, ce Dieu-là est très différent. Le problème, c'est que si vous changez de chef opérateur, le Dieu porte un autre nom. Donc vous avez Jéhovah, vous avez Allah, vous avez Dieu. Donc c'est exactement la même différence entre les religions et la spiritualité. Vous avez quelque chose d'immatériel. Alors c'est pour ça que moi, personnellement, quand je demande à un chef-op de me dessiner ce qu'il comprend de la technologie, j'obtiens à peu près ça. Donc ça, c'est ce qu'un chef-op, dans 80% des cas, quand il me parle du RAW, il me fait un dessin comme ça. C'est assez rapide et globalisant. Et quand quelqu'un en post-production, alors je suis allé aux journées de la post-production de l'AFC au mois de janvier, j'ai à peu près assisté à un discours qui ressemblait à ça.
Alors du coup, j'ai demandé à mon fils qui avait 10 ans de me dessiner ce que lui, il avait compris durant les journées de la post-production. Et voilà, en gros, il m'a dit, voilà papa, voilà ce que j'ai compris. Ça correspond à peu près à l'espace de connaissance de 80% des chefs-op entretenus par les constructeurs. Et alors, dans certaines caméras, si je veux savoir où est le RAW et qu'est-ce que le RAW, ben, je branche un BNC, je branche un écran et j'obtiens ça. Et je dis, waouh, ça fait rêver. Donc le RAW fait rêver, le RAW reste mystérieux, mais je suis obligé quand même de descendre du ciel et d'avoir une image concrète. Alors si jamais vraiment on veut rester dans le mystique, hein, le RAW, qu'est-ce que c'est? C'est Al-Rahim, Al-Aziz, Al-Munaim, RAW, ça veut dire. Donc c'est le plus grand, celui à partir duquel on peut tout, hein, mais qu'on ne voit jamais. Et alors la problématique, c'est si ce RAW-là mystérieux est tout en haut, moi, qui suis chef-op ou assistant ou réalisateur, j'ai besoin d'une image concrète. Mon problème, il est là, c'est là où je deviens schizophrène, il y a un espace de potentiel que je ne vois pas, et il y a un espace concret dans la matière que je vois, qui est l'écran de diffusion. Premier problème, aujourd'hui, je n'ai pas un écran, j'ai 15 écrans. Je vais avoir le REC 709 en télévision, je vais avoir le REC 2020, je vais avoir le REC 2100, je vais avoir le P3 dans les salles de cinéma, je vais avoir le web, j'ai les tablettes, j'ai les téléphones portables. Aujourd'hui, je suis dans un monde transmédia. Ça veut dire que quand je change, pareil, hein, tout à l'heure je disais je change de chef-op, je vais changer de point de vue sur qu'est-ce que le RAW. Si je change de moniteur, le moniteur ne me dit pas la même chose à partir du même lieu. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire confiance au moniteur puisque le moniteur va me faire une interprétation. Et donc moi il faut que je développe des compétences de médium qui me dit ok, je ne vois pas le RAW et ce que me dit le moniteur c'est un mensonge dans un compromis acceptable et il faut que je fasse ma carrière là-dedans. Donc pour me rassurer, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de compréhension et je vais devoir me rassurer avec des outils qui sont forcément limitatifs. Donc du coup, ce potentiel-là, avant qu'il descende dans la salle, dans l'écran, le potentiel, je comprends bien qu'il n'est pas ni dans la caméra, que je ne vois jamais, sauf à travers un moniteur de compromis. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, mon image, elle est dans le workflow global. C'est-à-dire, quand je vais changer le workflow, je vais changer d'image et je vais changer la manière dont je vais sculpter mon intention artistique. Donc la caméra, cette caméra-là, en l'occurrence, c'est le meilleur utérus pour mon intention artistique, la meilleure matrice, mais elle n'est rien si je ne l'intègre pas dans un workflow jusqu'à pas un moniteur, mais tous les moniteurs. Donc l'idée, ça serait de dire, si je multiplie, je pourrais vous faire un parallèle, si je veux savoir à quoi correspond Dieu, ou l'image de Dieu, ou la spiritualité, il faudrait que je prenne toutes les religions du monde, et que je les comprenne toutes, et à ce moment-là, que j'en fasse une espèce de synthèse ou une moyenne, et j'aurais approché ce qu'est Dieu. Eh bien, je vous propose de faire la même chose, c'est-à-dire que si je veux savoir qu'est-ce qu'est mon image RAW, ça serait d'avoir ici un écran REC 2020, un écran REC 2100, un écran REC 709, un projecteur P3, Sony SXRD, des tablettes, des tablettes, des téléphones portables, du Samsung, du Sony, du LG, et je mets tout ça dans cette pièce et je vous dis, l'image est là. En tout cas, ce qui est palpable. Et mon potentiel, il est dans le RAW, ma matrice, mais il est comme le RAW, vous allez le voir, ce sont des mathématiques. En tout cas, on a besoin de mathématiques pour qu'il accouche. Je vais avoir besoin de formules mathématiques pour extraire du RAW une image concrète, c'est ce qu'on appelle la débayerisation. Donc, quels sont les leviers sur lesquels je peux jouer dans la débayerisation? Il y a beaucoup de gens, par exemple, mon appareil photo, là-bas, j'ai un appareil photo Canon, il y a beaucoup de gens qui font du RAW, et à chaque fois ils me disent, voilà, j'ai pris du RAW, mais regarde, c'est pas terrible. Oui, mais ce que tu me montres, en fait, c'est une image REC 709, c'est pas le RAW. Donc c'est pour ça que confondre la religion avec Dieu ou confondre le REC 709 avec le RAW, ça n'a pas de sens. Donc le débailleur, c'est lui qui va faire naître un peu d'ailleurs, ce qui est intéressant,
c'est que pour le débayériser, j'ai besoin de mathématiques et d'un ordinateur. Et le mot ordinateur vient justement d'un chercheur qui disait comment donner un mot français au mot computer. Eh bien, il est allé chercher dans Dieu, ce grand ordinateur des choses. Et nous avons besoin donc un peu de Dieu aussi dans la débayérisation, ce grand ordinateur des choses, pour passer de quelque chose qui ne se voit pas à quelque chose qui se voit. Et je peux ensuite traverser tous les espaces possibles, potentiels, pour arriver jusqu'à mon écran. Donc j'ai différentes manières de travailler mon image et différents écrans. Et l'essence de mon image cinéma, qui provient d'une Vénice, elle est non pas dans la caméra, qui n'est qu'un potentiel, mais dans la totalité, dans la globalité du chemin. C'est pour ça qu'en spiritualité, on dit le point d'arrivée n'est pas important, ce qui importe en fait, c'est le chemin. Et notamment pour les étudiants, c'est de comprendre que pour passer de la captation au spectateur et à l'écran ici, eh bien, je vais passer par des choses assez particulières. C'est-à-dire que si je vous montre qu'est-ce que c'est qu'une image RAW, concrète, ça n'a aucun intérêt de le regarder. Il y en a qui disent qu'on devient aveugle quand on la regarde, mais en fait, je pense que c'est faux. Voilà une image RAW. Donc, effectivement, ça n'a absolument aucun intérêt de regarder l'image RAW en face. Par contre, à partir du moment où je vais travailler la mosaïque de Bayer et débayériser, je vais obtenir une image en RGB. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment je passe de là à là. Et souvent, chez certains constructeurs, eh bien, on va vous donner de l'Instagram. C'est-à-dire qu'on va vous dire, écoutez, il n'y a aucun problème, on vous donne le choix entre l'image 1, l'image 2 ou l'image 3. Et vous appuyez sur des boutons. Mais personne ne va chercher, à part, je dois connaître à peu près 3 ou 4 chefs-op qui se posent la question de savoir comment on va débayériser en France. 3 ou 4 chefs-op à se dire, mais comment je passe ici à là. Et en général, la plupart des chefs-op, ils commencent à réfléchir à partir d'ici. Donc déjà, il manque toute cette étape-là. Est-ce que j'ai la main? Est-ce que je peux aller travailler pour aller avant la concrétisation dans la matière? Donc en gros, j'ai essayé de vous résumer tout ça à un schéma qui pourrait faire fuir la plupart des publics, mais comme vous avez été préchauffé ce matin par Jean-Yves, eh ben, il n'y a aucun problème. Donc à partir de ma matière vivante jusqu'à ma diffusion, ça demande une somme de compréhension très importante. Moi je suis un accoucheur, donc je suis là pour vous accueillir, et je suis sage-femme ou sage-homme. Donc l'idée c'est de se dire comment on arrive à traverser ces étapes en conservant un savoir-faire qui ne m'oblige pas à devenir soit ingénieur informatique, soit forcément ingénieur de la vision. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous raconter l'histoire du workflow qui va raconter votre histoire. Donc c'est un peu le making-of du workflow. Et tout ça, c'est la rencontre de mon histoire à moi, donc savoir si je suis à l'aise avec l'informatique, si je suis à l'aise avec le signal vidéo, si je suis à l'aise avec la numérisation du cinéma numérique, l'histoire que moi j'ai à raconter, qui est plutôt faite d'émotions, de corps, de chair. L'intention artistique, c'est la cohérence entre l'outil et puis l'histoire que j'ai à raconter, un matériel cohérent et un workflow global cohérent. Donc tout ça nous amène en fait à 3 images globalement. Jusque-là, normalement, tout va bien, je n'ai pas de cerveau qui fume. Donc je me retrouve avec 3 grandes étapes. La captation, qui est impalpable, notamment en ce qui concerne l'euro. Pour la palper, j'ai besoin d'une descente dans la matière qui soit la moins fallacieuse ou la moins menteuse possible. Qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui pour être le moins menteur? C'est de descendre dans la matière sur Terre sous la forme du log et du white gamut. Alors je rajoute le « et » parce qu'on ne peut pas dissocier ce couple-là. C'est toujours un couple dans la matière. Alors, quand il est dans l'éther, tout ce qui est éthérique, dans l'euro, on parle moins de couple gamma-gamut dans la mesure où le gamut, c'est la mosaïque de Bayer, et il n'y a pas de gamma, c'est linéaire, c'est la manière dont le capteur reçoit la lumière. À partir du moment où je vois une image et il y a une descente dans la matière, j'ai Adam et Ève, le couple, gamma-gamut. Je suis en log et en white gamut. Et à partir du moment où je veux une image exploitable, regardable, diffusable pour un œil humain qui n'est pas un étalonneur ou un chef-op, je suis obligé de changer
de gamma et de gammite pour aller non pas vers une image travaillable, mais vers une image regardable. Donc déjà, à partir de cette image-là, le point de départ, c'est de dire déjà, il faut que je comprenne que l'image cinéma d'aujourd'hui, c'est en fait 3 images et 3 étapes importantes. Mon potentiel invisible, ma descente sur Terre, la moins menteuse et la moins flatteuse de mon image, la plus proche du potentiel mais regardable et travaillable, et au final, une image diffusable, et que j'ai donc 3 espaces colorimétriques et 3 espaces en contraste différents. Donc je vous le simplifie en faisant ça. Le RAW mystérieux, hein, le grand X, celui dont on ne dit pas le nom, et dont on ne voit pas l'image, jamais. Le log, et tous les logs, chez Sony, le S-Log 3. Le S-Log 2. Mais ça, c'est les gens de la technique qui parlent du S-Log 2. Moi, pour moi, le S-Log 2 n'existe plus. Je l'oublie, je ne le regarde pas, il rend aveugle. Et notamment, on peut en parler si ça vous intéresse. Pourquoi je ne veux pas parler du S-Log 2? Tout simplement parce que la répartition binaire du S-Log 2 ne me plaît pas. Notamment parce que dans les derniers diaphs du bas, il y a très peu de nuances. Et que là où il y a le plus de nuances, en fait, c'est dans les 2 tiers hauts, alors que le S-Log 3 répartit chaque diaph et donne 70 nuances dans chaque diaph. Donc le S-Log 3, pour moi, c'est la seule réponse. Le S-Log 2, je ne l'utilise plus. Et ici, on va aller soit vers du Rec 709 pour le SDR, soit du Rec 2100 pour le HDR, soit vers un écran P3 pour le cinéma. Donc en gros, ça, c'est les 3 grands espaces qu'il faut que vous reteniez pour comprendre qu'est-ce que le workflow du cinéma. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on aura votre présentation avec... Alors, tout ce que je vous dis là, déjà, vous l'aurez en vidéo. Donc, on va rajouter une petite vidéo sur le site savoirnumérique.com. Et tous les supports que je présente là, ils sont tous en téléchargement sur le site Savoir Numérique. Donc, vous avez des présentations, vous avez des, voilà. Tout ça, vous allez l'avoir en PDF. Donc vous allez sur Savoir Numérique d'ici une semaine, le temps que je rentre chez moi. Vos coordonnées, oui. Eric. On envoie les liens pour télécharger tout ça. Et en gros, avant, j'avais 3 étapes que je pouvais essayer de comprendre, qui étaient la captation, l'exploitation et la diffusion. La problématique de ces espaces d'avant, c'est principalement la limitation de la diffusion. Limitation en termes de contraste et de luminosité, les fameux 100 candela par mètre carré, ou les 100 nits. La problématique des espaces colorimétriques. Quel est le problème principal que les constructeurs comme Sony doivent résoudre? C'est qu'on a quasiment l'impossibilité aujourd'hui d'arriver à fabriquer un système où chaque primaire, la primaire rouge, la primaire verte et la primaire bleue, est à la fois potentiellement très pur et très saturé, et en même temps très lumineux. Donc, depuis le tube jusqu'à aujourd'hui les écrans HDR, on est toujours dans des compromis. Le compromis, c'est est-ce que j'arrive le plus possible à tendre vers des primaires saturées et pures, et en même temps très lumineuses. Très lumineux, on sait faire, très saturé, on sait faire, les deux en même temps, c'est très compliqué. Donc en fait, chaque année, les constructeurs repoussent un peu les limites, mais c'est très difficile. Donc ça veut dire déjà que ce que la caméra peut capter en termes de primaire et en termes de contraste est beaucoup plus important que ce que l'écran peut diffuser. Et on a une autre problématique très importante, c'est que la plupart des écrans, nous, quand on fait un film et qu'on va vers une salle de cinéma, on contrôle l'ensemble de la chaîne. Parce qu'un projecteur P3, c'est réglable, c'est calibrable, on peut le surveiller, on peut le gérer, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que dès qu'on va faire de la diffusion grand public sur le web ou on ne peut pas aller chez tout le monde pour aller calibrer l'écran, vérifier les primaires, la colorimétrie et le contraste. D'autant plus que, alors Sony, ils sont un peu responsables dans la partie grand public, c'est que si vous achetez un téléviseur grand public, je vous ai mis une copie ici, vous avez à peu près une quinzaine de lignes sur un traitement numérique qui va faire que quand vous changez d'écran, vous changez d'image. Parce qu'ils vont vous travailler, ils vont vous faire vous voyez là par exemple, il y a écrit Vivid Color.
Est-ce que j'ai envie que l'écran me transforme les couleurs et me les rende plus vives? Noise reduction. J'ai peut-être j'ai fait un film en travaillant sur la matière du bruit, et il y a un écran qui va faire la réduction de bruit. Donc je vais perdre la matière. J'ai choisi ma caméra exprès pour avoir ce bruit organique, j'ai poussé les gains pour avoir du bruit, j'ai rajouté du gain en étalonnage, et le téléviseur sur lequel je le diffuse, il me réduit le bruit. Est-ce que c'est ça que je veux en termes de cohérence? MPEG Remaster, il va me refabriquer l'image. Résolution Remaster. J'ai fait exprès d'utiliser des optiques très douces pour avoir très peu de cliquets sur les visages. Le téléviseur, il va me redessiner, il va me doubler la définition, me quadrupler la définition. Intelligent Frame Creation. J'ai fait exprès de travailler à 24 images pour avoir de la stroboscopie et avoir un effet cinématographique. Et le téléviseur, il va me fabriquer du 200 Hz ou du 400 Hz en faisant des images à la PlayStation. Donc la problématique, c'est en fait où est mon image d'origine et comment je peux fabriquer moi une image qui soit une image cohérente. Alors du coup, si je dis au miroir où se trouve l'image la plus fidèle, eh bien, on pourrait dire oui, mais il se trouve par exemple sur un oscilloscope. Alors vous voyez, moi passer d'une intention artistique, ok, je veux quelque chose de très chaleureux, je veux quelque chose où on pleure, je veux de la chair, je veux de l'émotion, et on me dit tiens regarde, je te montre un oscilloscope. Déjà en termes de cohérence, ça va être très difficile de dire ah oui, l'oscilloscope là je sens l'émotion qui monte. Donc c'est très compliqué. Donc ça ne parle que de potentiel. On verra plus tard qu'en fait, même sur les oscilloscopes, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Resolve, par exemple, dans la salle pour faire de l'étalonnage? Voilà. Le truc intéressant, c'est que l'oscilloscope de Resolve, tout le monde utilise cet oscilloscope en se disant c'est exactement mon signal de sortie, et une fois qu'il va être sur l'écran, ben, mes noirs sont... Alors, je sais que la norme en legal range, c'est 64 et puis 940 en blanc. En fait, l'oscilloscope de Resolve, en fait, est complètement à la ramasse, puisqu'il travaille en fait en legal range, et c'est numéroté de 0 à 1023. Or, nous, quand on travaille, on ne nous dit pas qu'en fait, c'est pas 0, 1023, c'est 0 et 100 IRE. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de travailler sur une partie où il me manque 20% du signal. Donc ça ne correspond absolument pas à ce que je vais retrouver au niveau de la diffusion. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que moi, sachant ça, je mette un oscilloscope à la sortie de Resolve pour savoir quel est le signal de sortie. Pareil, au niveau des écrans, la plupart des gens travaillent sur des écrans informatiques, notamment les étudiants en général. Ils ont des ordinateurs sur lesquels ils font leur étalonnage. L'écran n'est pas étalonné, la plupart des écrans des écoles ne sont pas étalonnés, et donc en fait on est dans un monde théorique où l'image que je regarde en fait ne correspond pas à l'image que j'aurai dans la pièce d'à côté ou à la maison sur un autre écran. Donc tout ça pour dire que si je regarde, si je m'intéresse un peu au signal, et vous voyez que là on va rentrer dans quelque chose, dans un monde de la poésie, hein, notamment pour ceux qui aiment les vectorscopes et les oscilloscopes. Depuis tout à l'heure, on parle de matrice et de potentiel. Et je vous montre juste un petit point intéressant. Là, on est dans le monde du log. Là, on est dans le monde de la post-production. Et là, on est dans le monde de la diffusion. Alors, le truc intéressant, pourquoi je vous ai montré ça en termes d'image, c'est que la plupart des gens, ils prennent une image log, du S-Log3, S-Gamut3 par exemple, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils le mettent dans l'espace d'étalonnage et ils disent mais en fait la problématique de cette image, si je reste dans la partie seulement créative, artistique, je regarde un écran, elle est juste décontrastée et désaturée. Alors qu'est-ce que font une grande partie des utilisateurs? Ils prennent le bouton saturation, ils contrastent, ils saturent. Ouais, sauf que quand je regarde en fait ce que la colorimétrie devrait afficher en règle 709, je devrais avoir des primaires dont les axes rentrent exactement dans des petites boîtes qui me permettent de savoir qu'est-ce que le rouge, qu'est-ce que le vert, qu'est-ce que le bleu. Or, la complexité de tout ce que je viens de citer, c'est que dans les caméras, les primaires ne sont pas les mêmes vis-à-vis de l'espace de travail en post-production, qui eux-mêmes ne sont pas les mêmes pour chaque écran de diffusion.
Donc si je prends un espace comme le S-Gamut 3 de Sony, que je l'amène directement en Rec 709, les couleurs primaires ne sont pas les mêmes. Donc mon rouge va se barrer dans le magenta, mon bleu va se barrer dans le cyan, et ainsi de suite. Et je vais dire, mais c'est vraiment une caméra de merde, ou c'est vraiment un écran de merde. En fait, je vais jusqu'au bout, parce que c'est ce que moi, des fois, j'entends de clients qui, en fait, n'ont pas compris qu'on ne doit pas regarder cette image dans cet espace-là. Même chose, si je prends un S-Gamut 3 et je le mets dans un espace de travail Resolve, par exemple, n'importe quel logiciel d'étalonnage, qui lui travaille dans un autre espace colorimétrique, et que je pousse la saturation et le contraste, le rouge, le vert et le bleu ne correspondent pas du tout au même primaire. Donc qu'est-ce qu'on a? J'ai fait un petit test, regardez. J'ai pris du S-Gamut 3 et je l'ai saturé. Et regardez la gueule, donc la gueule du signal, c'est-à-dire que je devrais avoir ça, et en fait, comme vous voyez ici, le rouge est là, en fait le rouge il est complètement décalé sur la gauche. Le bleu normalement il est là, il est décalé, et ici je devrais avoir le vert, regardez la distance de vert, c'est-à-dire qu'en fait mon vert il va vers le rouge. Donc toutes les couleurs, en fait, il y en a qu'un qui est bon, c'est le jaune à peu près. Donc en fait, la seule couleur qui correspond aux bonnes primaires, c'est à peu près, j'ai du bol, à peu près le jaune. Toutes les autres couleurs, regardez au niveau des bleus, elles vont déconner et elles vont faire ce qu'on appelle des couleurs illégales ou des fausses couleurs. Et ça arrive tous les jours. Oui. Du coup, pour retrouver les bonnes choses, on passe du coup par la lutte S-Gamut 3 à 709 et ça raligne les... Alors, elle vient d'où ça? Alors, la lutte dont tu parles, tu la prends où? Du site Sony officiel. Alors, la plupart des courbes de gamma qui sont livrées par Sony et qui se retrouvent dans les logiciels, par exemple Resolve, prennent pour base l'espace colorimétrique du S-Gamut 3.ciné. Et alors là, c'est intéressant, c'est que du coup, ça nous permet d'avoir un endroit où on peut se planter. C'est-à-dire, si dans la caméra, je règle mon log en S-Gamut 3 ou S-Gamut 3.ciné, c'est pas le même espace colorimétrique. Et c'est pas les mêmes, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. S-Gamut 3, S-Gamut 3.ciné, notamment en ce qui concerne le vert et en ce qui concerne le bleu, vous n'avez pas les mêmes axes. Pourquoi? Parce que le S-Gamut 3, c'est l'espace colorimétrique natif Sony. Et le S-Gamut 3.ciné, c'est un shift, une transformation en 3D de l'espace purement Sony vers l'espace P3, une salle de cinéma. Un peu plus large pour avoir de la marge et pour avoir une image un peu désaturée. Si je vous montre en gros, si je vous montre en fait ce que ça fait, petit exemple par la pratique, voilà un logiciel qui permet de fabriquer des espaces de conversion et des luttes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, mon point de départ c'est quoi? C'est un cube RGB et c'est mon point de départ. Vous voyez, j'ai trois vecteurs. Mon vecteur de bleu, mon vecteur de rouge, mon vecteur de vert. La problématique, c'est ce truc-là fonctionne si je partage les mêmes axes et les mêmes primaires. Si je ne les partage pas et que les axes sont différents S-Gamut 3, différents S-Gamut 3.ciné, différents Resolve, différents ACES, différents Rec 709, et tous les systèmes de diffusion ont des espaces colorimétriques différents. Donc il faut faire quoi? Il faut faire ça. Alors je vous montre. On va tout déformer et on va... Alors là, je l'ai pas trop ouvrier. Celle-là, elle me permet de faire quoi? Sony Gamut 3 vers du Rec 709. Donc du coup, vous voyez en fait que les valeurs ont été modifiées et je peux faire en fait un va-et-vient entre l'espace colorimétrique cible et puis petit jingle pour vous dire que ça c'est très important, c'est que ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle une lutte 3D. Et une lutte 3D qui n'est pas une lutte 3D artistique, mon but n'est pas de faire une image intéressante, qualitative, chaude, émotionnelle, c'est une image qui va me permettre d'avoir les bonnes primaires pour pouvoir commencer mon travail. Mon travail n'a pas commencé artistique, par contre mon travail technique doit commencer. Il faut que ce que vous voyez corresponde à la couleur qui a été captée. Et comme ça dépend de l'écran, si vous ne mettez pas la lutte technique, vous ne voyez pas la bonne couleur.
Et la plupart des gens, moi, quand je vais dans les salles d'étalonnage, notamment les gens qui font du Resolve, ils prennent l'image log ici, ils la foutent dans Resolve, et c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé, tiens, et si je pousse la saturation, et voilà, la magnifique image que j'obtiens, alors qu'en fait, en Rec 709, j'obtiens ça. Donc vous voyez, j'ai des jolies lèvres un peu rosées. Et alors, que font la plupart des étalonneurs quand ils débutent et qui n'ont pas cette compétence-là, cette compréhension-là des espaces colorimétriques? C'est qu'ils vont dire, mais il n'y a pas de problème, je vais sélectionner la lèvre et je vais la déroser un peu. Et qu'est-ce qui va se passer? Derrière, ça va se barrer. Alors vous voyez comme les couleurs se barrent ici, le rouge se barre, ici le bleu se barre, et lui il est rosé. Et je vais passer mon temps, en fait, à déplacer une couleur et à aller corriger là-bas, et à corriger là-bas. Et en fait, on passe son temps, c'est le hamster, à corriger ce que j'ai déplacé en corrigeant et en corrigeant. Alors qu'en fait, on n'est pas dans le domaine artistique, là, on est juste dans le domaine de la technique. La technique de base pour pouvoir travailler. D'accord? Donc du coup, aujourd'hui, la configuration que vous devez retenir, si je dois penser RAW, log, cinéma numérique, c'est de se dire, j'ai 3 espaces qui sont des espaces indépendants, mais l'espace le plus important, c'est mon espace de travail. Et cet espace de travail au centre, qui va être l'endroit où le potentiel va se révéler, il doit être indépendant de la caméra, il doit être indépendant de la cible de diffusion. Et cet espace-là, c'est un espace très grand. Et aujourd'hui, la plupart des espaces, quand on veut rationaliser, normaliser les espaces de travail le plus grand possible, on va utiliser par exemple l'espace ACES, qui a été développé les Américains, pour offrir quoi? Non pas un espace d'enregistrement, non pas un espace de diffusion, mais un espace de travail le plus large possible. Donc vous imaginez une pouponnière pour cet enfant qui va arriver, une pouponnière la plus large, la plus confortable possible en termes de contraste et en termes d'espace colorimétrique. Donc on va juste prendre le RAW, on va le débayériser directement dans cet espace sans passer par une étape intermédiaire, ou alors on va récupérer du log et on va le transformer dans cet espace-là. Pour ensuite, à la fin, faire un master qui n'est pas lié à la cible de diffusion, mais dans lequel je vais pouvoir inscrire mes intentions artistiques et à la toute fin, aller vers du Rec 709, du Rec 2100 ou de l'espace cinéma. La question est, est-ce que si je change de logiciel, mon potentiel change? Et c'est pour ça que quand Jean-Yves dit Sony fabrique un logiciel qui permet d'aller directement dans cet espace-là sans laisser la possibilité au logiciel d'avoir une interprétation de ma matière. Je vous donne un petit exemple. Il y a un long métrage il y a quelques années qui a été fait, un très long métrage, un très gros long métrage. Ils ont commencé l'étalonnage RAW dans une boîte de post-production. Au milieu du film, la boîte de post-prod a coulé. Donc pendant la liquidation, ils sont allés chercher les rushs RAW et ils sont allés dans une autre boîte de post-prod avec un autre logiciel, avec un autre étalonneur. Et quand ils ont regardé en fait les fichiers de point de départ, en fait l'image était complètement différente. Ils ont dit oui, mais c'est pas l'image qu'on avait depuis plusieurs semaines chez l'autre prestataire. Et la boîte de post-prod, oui, mais la nôtre c'est la vraie. C'est-à-dire qu'en fait chacun vous changez de crèmerie, chaque crèmerie vous dit l'image c'est la vraie. Alors il y a une autre solution, c'est pour savoir quelle est ma matière, c'est d'utiliser chez chaque constructeur, chez Sony, le RAW Viewer qui me permet de savoir quelle est ma matière et d'aller directement dans un espace de travail sans ouvrir à une interprétation plus ou moins efficace en fonction de la puissance du logiciel et des mathématiques des logiciels. Et c'est ce qui est arrivé à Sony au début avec la Venice, c'est-à-dire que les utilisateurs ont commencé à étalonner sur du RAW XOCN à base de Resolve, mais Resolve, le RAW, pour arriver au ACES, ça fait beaucoup de calculs. 24 images par seconde, ça veut dire que la machine est suffisamment puissante pour calculer en 1/25e ou 1/24e une image mathématiquement et la faire descendre de l'éther vers la matière. Or, si on a le temps tout à l'heure, si ça vous intéresse, je peux vous débayériser une image 4K. Avec ma machine, là, je mets à peu près 4 secondes par image pour débayériser. Ça voudrait dire qu'en fait, il me faudrait 4 secondes pour débayériser une seconde d'image. Donc, ce n'est pas jouable en temps réel. Donc, que vont faire les logiciels qui débayérisent vers cet espace de potentiel? Eh bien, la même chose que ce que font les écrans, c'est-à-dire on fait des compromis qualitatifs. Et au lieu de travailler sur 16 bits, on va travailler sur 14, 12, 10 bits.
en log, mais on va réussir à lire. Sauf qu'entre-temps, on a perdu 2 diaph en haut, 2 diaph en bas et beaucoup de nuances. Il n'y a pas de row, il y a des rows. Et il y a des logs, il y a des espaces colorimétriques. En fait, ça n'existe pas. Par capteur. Il y a un row Par capteur. Et en règle générale, le prix de la caméra, c'est en grande partie le développement du capteur et des technologies qui vont autour. Donc c'est aussi un gage de potentiel. Et quand je dis potentiel, c'est potentiel en dynamique, potentiel en définition, potentiel en espace colorimétrique, potentiel en contraste. Tout ça, ce sont des potentiels que la débayerisation va révéler. Donc, si je rentre un peu plus dans le détail des termes techniques, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je ne peux pas avoir accès à ce potentiel si mon espace de débayerisation et de travail n'est pas très large et ne me permet pas de débayériser de manière posée et qualitative. Peu de problèmes quand on travaille avec du Rec 709 et du log, et les constructeurs ont développé ce qu'on appelle des petites moulinettes qui convertissent le fichier matérialisé log ou Rec 709 en ACES, dans l'espace le plus large, et c'est ce qu'on appelle des IDT, des Input Device Transform. C'est une petite moulinette qui dit ok, tu es dans un espace log ou Rec 709, je le convertis pour aller vers l'espace le plus grand. D'accord ? Par contre, la problématique, c'est ce dont on vient de parler, c'est si le logiciel doit en même temps débayériser du RAW vers les ACES, à cet endroit-là, il y a problématique possible et compromis. Et ensuite, à la fin, mon export, si je reste dans l'espace le plus large, je vais faire 2 exports qu'on appelle des Digital Intermediate, l'un qui est non graded, non étalonné, l'autre qui est étalonné, et je vais livrer ça, par exemple, à Netflix. Une version dans le plus grand espace ACES non étalonné, une version étalonnée, et eux, ils ont tout ce qu'il faut pour aller exporter ce qu'on appelle des VDM, des Video Display Master, soit pour le Rec 709, soit pour le Rec 2100, soit pour du sRGB, pour du web, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des ODT, des Output Device Transform, c'est-à-dire on part de l'espace le plus grand et on descend dans la matière. DCP. Alors, on peut faire par exemple un DCP, effectivement. Donc, le DCP va avoir les caractéristiques du XYZ en espace colorimétrique. Et alors, c'est encore plus marrant dans le cas du DCP, c'est que le DCP est une étape intermédiaire. Justement parce qu'on a voulu, je me suis occupé pendant 5 ans chez Eclair de la formation chez Eclair Digital Cinema des exploitants de salles de cinéma. Et l'idée, c'était de dire, si aujourd'hui on prend la technologie de diffusion dans une salle et qu'on se revoit dans 50 ans, et que la technologie en termes de contraste et d'espace colorimétrique a évolué, et qu'on prend le même DCP, l'image sera meilleure. Pourquoi ? Parce que la technique qu'on utilise, c'est pas un fichier P3, c'est un fichier beaucoup plus large dans un espace XYZ qui est en temps réel, réajusté par une ODT, justement, par une lutte, qui va convertir le XYZ dans l'espace P3. Donc dans 50 ans, si on se retrouve avec des projecteurs de meilleure qualité, je conserve mon DCP, je change de projecteur, l'ODT va changer en me donnant un espace colorimétrique plus large et un contraste, par exemple en HDR, et mon image est meilleure sans changer le DCP. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour conserver la quintessence de l'espace colorimétrique et du contraste. Donc en fait, le cinéma numérique, à la diffusion, rajoute une autre couche, c'est-à-dire que je conserve un espace très large pour mon DCP, je ne suis pas device dépendant de la diffusion. Je sors de la fenêtre de projection, je lui donne un espace beaucoup plus grand, et c'est dans les cartes électroniques de mon serveur de cinéma numérique, DCI, qu'il y a une conversion en temps réel, et que je change d'espace colorimétrique et je change de contraste. Si j'ai bien compris, est-ce que ça veut dire que quand il y a export, il va y avoir un export pour la salle, un export pour la télé et un export pour le DVD par exemple? Oui, plus un export non dépendant. Voilà, donc j'ai toujours archive, c'est ça. Un export archive, et l'intérêt c'est qu'il est archive pour exporter, mais aussi je peux le réinjecter ici pour par exemple le remonter. Il y a suffisamment de qualité pour pouvoir être réutilisé. Mais celui-là n'est pas dépendant de mon système de diffusion. C'est pour ça qu'aujourd'hui Netflix, qui est vraiment l'entreprise transmédia par essence, c'est-à-dire qu'eux ils vont diffuser sur tous les écrans, une salle de cinéma Netflix,
un écran REC 2100 HDR, un écran REC 709, une tablette, un téléphone portable, et qu'en fait ils parlent du même master numérique, de ce qu'on va appeler le DI, le Digital Intermediate, mais qui vont avoir en fait des moulinettes qui vont exporter autant de versions que de fenêtres de diffusion, et ça va même plus loin. Dans chaque fenêtre de diffusion, je vais avoir 5 ou 6 niveaux qualitatifs parce que mon débit va être plus ou moins grand. Donc en fonction de mon débit dans la même fenêtre, je vais avoir accès à des qualités différentes en fonction de la taille de mon tuyau. Donc ça veut dire que le fichier, il existe en fait sous une trentaine de versions. Alors, en fait, vous répondez à une question que je me posais parce que il y avait un producteur qui a fait un film quasiment amateur. Il a demandé à un étalonneur de faire le montage et l'étalonnage, et lui a utilisé Resolve. Et en fait, quand on voyait le film sur son écran, la colorimétrie était bonne, ça allait. Et en fait, quand il a envoyé l'export sur un ordinateur, excusez-moi, en fait, ça n'allait pas du tout, les couleurs étaient tout à fait différentes. On est en plein dans ce principe-là. C'est comme se trouve mon image. Et alors mon image, elle se trouve comme je voulais. Si moi je veux être diffuseur et savoir quelle est l'expérience des clients, je vais acheter 15 écrans de constructeurs différents, de modèles différents, et je vais m'approcher de l'expérience client. Donc voilà, donc en gros, voilà le principe général. Le seul point d'accroche, la problématique que je vais avoir ici, c'est la puissance de ma machine ici par rapport au débailleur. Donc l'image que je vois n'est pas forcément la quintessence de mon RAW si la débaillerisation se fait à la hache. Je vous donne un exemple, par exemple chez Arri, dans les caméras Arri et dans les systèmes Arri, vous avez 3 ou 4 débailleurs différents. Vous avez un débailleur simple qui est dans les caméras, parce que la caméra c'est pas un Cray-One de calcul et qui peut débailleriser de manière incroyablement qualitative. Alors qu'est-ce qu'on fait? On capte en RAW, on va sur un ordinateur et tranquillement, vous avez le Arri RAW converter. Sony fait exactement pareil. Vous récoltez en RAW, vous débaillerisez pas directement avec un ordinateur pas cher, vous récupérez ou du matériel pas cher, vous récupérez le XOCN, vous allez sur un ordinateur un peu plus puissant avec le Sony RAW Viewer et vous débaillerisez en A6 par exemple, en 16 bits ou en 32 bits, calmement, tranquillement, en prenant son temps avec une option qualitative. Et chez Arri, ils ont un débailleur dans la caméra, un débailleur dans le Arri RAW Converter. Vous avez soit de la rapidité, soit de la qualité. C'est très difficile d'avoir les deux. Donc du coup, dans ce cas-là, si j'ai besoin d'avoir... Alors, c'est pas celui-là. Voilà. Si j'ai besoin d'avoir... Si mon chemin artistique et technique est qualitatif, je vais prendre mon RAW XOCN, je vais aller dans le Sony RAW Viewer, je vais débailleriser avec cette option qualitative et je vais retomber sur du RGB, c'est-à-dire je vais passer d'une mosaïque de Bayer noire, sombre, non visible, vers une image concrète, mais en RGB sur 16 bits ou 32 bits, avec mon potentiel concrétisé en termes de définition, d'espace colorimétrique, de contraste, de piqué. Et tout ça, je vais pouvoir le gérer, moi. C'est-à-dire je suis maître. Attac, il y a 20 ans, disait nous allons reprendre le contrôle de notre vie et de notre vie économique. L'idée, là, c'est de reprendre le contrôle en fait, de mon image et de mon intention artistique. Ou alors, je fais de l'Instagram, mais je perds complètement le contrôle et la main sur mon intention artistique. Voilà. Donc, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait du RAW et on appliquait un look et on allait directement vers un écran, on disait voilà, ça c'est du RAW. Non, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on prend la caméra, à partir de la caméra, ma matrice, mon potentiel, je vais débailleriser dans un espace très large, beaucoup plus large que n'importe quelle caméra, beaucoup plus large que n'importe quel écran. Je fais mes corrections techniques et ensuite mes corrections artistiques. Et ensuite, je conforme à ma fenêtre de diffusion. Je pourrais dire autant d'étalonnage que de fenêtres de diffusion. Ça, c'est dans l'idéal. Hein. Si vous allez dans un labo et que vous n'avez pas d'argent, ils vont vous faire une lutte pour le REC 709 et pour les autres. Et puis, voilà, ça sera terminé. Si je résume tout ça, ce propos,
Je pars d'une image RAW invisible. Invisible parce que il me manque des mathématiques pour qu'elles soient concrètes. C'est l'image éthérique. XOCN. Alors l'intérêt aussi du XOCN chez Sony dans la Venice, c'est que vous avez trois niveaux qualitatifs de compression, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre faire des plans dans la rue et faire des plans pour les effets spéciaux. Et vous pouvez moduler le taux de compression en fonction soit des effets spéciaux, soit pour un tournage standard, vous avez besoin d'un RAW. Alors si je fais un documentaire, je vais avoir moins d'exigences que si je fais du long métrage sur un grand écran. Donc je peux très bien imaginer faire du documentaire en RAW, mais en faisant l'économie du fichier RAW pleine puissance, plein pot. Et je vais plutôt aller vers du RAW LT. Si je veux faire du long métrage et des effets spéciaux, je vais plutôt aller vers du XT. En fait, je peux moduler. Donc c'est ça l'intéressant d'une caméra avec un fort potentiel, c'est qu'en fait le potentiel ne dépend que de moi et de mes choix et de mon workflow. La descente se fait, alors progressivement les mathématiques vont appliquer une courbe de gamma, donc là je passe du RAW linéaire 16 bits à du RAW log, et en règle générale la plupart des autres constructeurs quand ils font du RAW sur 12 bits, ils commencent là, le chemin de l'intention artistique. Ici, cette caméra-là, elle commence là, c'est-à-dire dans la matrice. Là, vous avez déjà des choix en termes de contraste et de répartition binaire. Qui ne sont pas les vôtres, qui sont ceux du constructeur de la caméra. Je n'ai aucunement la main sur ce qui se passe là. Et ensuite, quand je suis dans le RAW log, j'applique en fait là un matrissage. Et je passe de l'espace colorimétrique de la caméra, la mosaïque de Bayer, vers le matrissage le plus large possible. Chez Sony, le couple S-Log3, S-Gamut3 en RGB. Et ensuite, mon travail d'étalonnage peut commencer ici. Et alors vous entendez bien que la plupart des étalonneurs, leur boulot commence ici. Or, l'intention artistique, elle commence déjà là. Alors à vous de choisir, en fait, si vous voulez faire commencer votre intention artistique dès la matrice, dès le potentiel, ou si toutes ces étapes-là, en fait, vous échappent et vous arrivez ici. Donc l'intérêt, c'est de dire, ok, si je reprends le contrôle, en fait, de mon intention artistique, que je reprends le contrôle de la débayerisation, ce que j'obtiens ici, c'est vraiment une base de fort potentiel. Et là-dessus, je ne vais pas m'imaginer à étalonner directement, sinon je vais avoir des pots et des carnations qui vont partir dans tous les sens. C'est la dérive d'espace colorimétrique que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais en fait m'appliquer à travailler ma matière dans le bon espace colorimétrique, dans le bon écran. Et si l'écran que je regarde n'est pas mon écran de diffusion, je vais utiliser simplement des luttes pour aller vers du Rec 709 et j'irai vers du P3 ou vers d'autres écrans. Donc en gros aujourd'hui, le panel d'étapes et de compréhension, si vous devez ne retenir qu'une slide, c'est ça. Le Dieu de l'image, l'euro, oui mais Dieu, ou sous Dieu. Dieu si c'est du 16 bits linéaire, sous Dieu si c'est du 10 ou du 12 bits log pas cher. On passe déjà par les seins. C'est ça, voilà, il y a des intermédiaires. Ensuite, donc, les intermédiaires vous permettent d'aller vers du RAW-log, du S-log 3, S-gamut 3, non étalonné, mal étalonné, bien étalonné. En gros, si vous avez compris tout ça, vous êtes prêt à affronter le cinéma numérique et les étapes. Voilà, en gros, tout ce qu'il faudrait comprendre pour arriver à gérer un workflow en cinéma numérique. La partie captation avec les différents codecs et les différents modes de captation, le RAW, le RAW compressé, le log ou le Rec 709. La pré-post-production, le travail des assistants, c'est la vérification, le backup, la synchronisation image-son, le pré-étalonnage, la fabrication des dailies avec les luttes, et la livraison des rushs, soit proxy, soit online, au montage, à l'étalonnage, jusqu'au finishing, et la livraison de deux types de fichiers, des digital intermediate non étalonnés, et autant de PAD que de fenêtres de diffusion. Voilà, grosso modo, je pense qu'en termes de timing, on est pas mal, on est mi-écart, on est bien. On est bien. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous. Je veux dire, on peut faire un long métrage avec la liste. On peut. En cinéma. En fait, je peux imaginer, moi, qu'on peut faire un long métrage avec un caméscope Sony DV, un Festen et le Grand Prix du jury.
La question, elle est pour moi simplement, est-ce que c'est cohérent par rapport à l'intention artistique? Si mon intention artistique, c'est d'avoir des images avec des angles de prise de vue très très larges, avec des perspectives très très larges, avec une image très douce, avec du bokeh anamorphique, avec des gradations, des carnations très très subtiles, avec en même temps du piqué et des bokehs et des flares, et que je veux pouvoir avoir le ratio hauteur-largeur que je veux, je ne vais pas aller vers une FS7. Mais si je veux avoir une caméra légère, je veux faire du lelouch, je veux être super léger, je veux faire du log, et je veux aller rapidement dans mon étalonnage, la FS7 c'est une super caméra. Moi j'en suis très content. Si je veux faire du RAW, je ne vais pas acheter une FS7. Le marketing va dire oui mais attends Jean-Charles, on peut faire du RAW avec une FS7. Et moi je vais dire oui, ça va être du RAW 10 ou 12 bits. Et ensuite, je vais aller voir le nombre de nuances. Je vais dire, moi, personnellement, le RAW que je vais sortir du FS7, j'achète pas la FS7 pour faire du RAW. Même si c'est possible. Moi, je suis pas dans le marketing, je vais pas prendre la FS7 pour faire du RAW. Exactement. C'est pas Donc en fait, c'est en termes de cohérence. Est-ce que je suis indépendant? Quelle est mon intention artistique? Est-ce que je cherche une caméra légère? Et encore une fois, l'idée de la Venice, c'est vous cherchez une caméra stable, légère, lourde, en 6K, en 4K, en Ultra HD, en RAW, en RAW compressé. En fait, l'idée, c'est l'idée du tout, en tout cas pour moi, du tout potentiel. Donc tout ça, ça demande des compétences fondamentales, c'est-à-dire c'est quoi un signal vidéo, c'est quoi un vectorscope, c'est quoi une courbe de contraste, et en plus, une compétence artistique. Et ça, c'est vrai qu'en termes de compétences, ça demande, il y a très peu de gens qui se sont mis dedans et qui se sont mis dans les logiciels. Parce qu'on rajoute aussi une compétence informatique. Donc ça fait 3 couches. Et donc, ça réduit le nombre de personnes. Or, en ce qui me concerne, je n'imagine pas utiliser une caméra à aussi fort potentiel pour une intention artistique s'il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe qui a une vision globale de qu'est-ce qu'une image en cinéma numérique.